avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport. Chaque mardi 18h-19h sur Logos FM, c'est votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Vous avez compris le principe de notre nouvelle formule depuis quelques semaines. Maintenant, nos rubriques habituelles, le coup de cœur, coup de gueule qui clôture l'émission, notre portrait de sportif et puis deux invités au téléphone pour nous accompagner. On a pris l'habitude maintenant depuis quelques semaines d'avoir un invité de l'Allier et un invité du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, nous parlerons water polo avec le président du club Nautique Club Moulinois, Mickaël Pouillet, puis nous parlerons volleyball avec le coach du volleyball club Chamalières. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, mon fidèle compagnon, directeur commercial de Clermont Sport, Fabrice Connor. Je pars sur des très très belles bases. Salut Fabrice. Bonjour à tous. Et puis il nous a accompagnés il y a quelques semaines, c'était pour l'émission de reprise. Eh bien c'est son fils, Johan Connor, également de Clermont Sport et président du groupe média Octogone. Salut Johan. Salut Olive. Et puis je vous l'ai dit, notre premier invité au téléphone, on va se jeter à l'eau tous ensemble, parler water polo, un club, un sport qu'on connaît assez peu, qu'on voit à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est à peu près les seuls moments où on en parle malheureusement, alors que c'est un sport très spectaculaire. On accueille donc Mickaël Pouillet, le président du Nautique Club Moulinois. Bonsoir Mickaël. Oui, bonsoir. Alors Mickaël, dans un premier temps, on va présenter un petit peu le water polo. Qu'est-ce que c'est ce sport? À combien ça se joue? Comment ça se pratique? Dans quel environnement? Est-ce que c'est dans une piscine complète, une partie de piscine? Explique-nous tout ça. D'accord, donc c'est un petit peu vaste, on va essayer de résumer un petit peu. Le water polo, c'est une discipline qui joue à 13 joueurs, donc 7 joueurs dans l'eau qui commencent le match, un gardien et 6 joueurs de champ, et 6 joueurs sur le bord du bassin, donc 6 remplaçants, qu'on peut faire tourner en continu comme en handball ou en basketball. Sinon, le temps de jeu, c'est 4 périodes de 8 minutes de jeu effectif. Donc ce match dure à peu près 1 heure, il y a 2 minutes entre les quarts-temps et à la moitié du match on change de côté avec une période de 3 minutes à la moitié du match pour juste changer de côté. Sinon au niveau des règles, c'est un sport, le but c'est de marquer un but de plus que les autres. Visuellement ça ressemble assez au handball, mais dans les systèmes de jeu on est plus proche du basketball avec des écrans, des blocs, des choses comme ça, la position du pivot. Donc voilà ce que je peux dire sur le water polo. Après on peut rentrer un peu plus, mais les règles sont un petit peu plus spécifiques, donc c'est un peu plus compliqué de le donner de façon détaillée oralement, le mieux c'est de le voir. Sinon c'est une discipline olympique qui est depuis 1896, qui est inscrite aux Jeux Olympiques, au programme des Jeux Olympiques. Et pour la petite anecdote, le water polo est le premier sport collectif champion olympique au niveau de la France, puisqu'en 1924, la France a été championne olympique aux Jeux Olympiques de Paris. Ah voilà une petite page d'histoire intéressante, on aura appris quelque chose là. Ouais, Moi qui suis passionné d'histoire olympique, j'aurais appris quelque chose ce soir. Alors on va se consacrer maintenant au club de Moulins. Le club évolue en National 1. Vous en étiez où là au moment de l'arrêt pour la pandémie? Alors on occupait la 5e place d'une poule de 12 en water polo. Si vous voulez, le plus haut niveau au niveau national, c'est le championnat élite, et la National 1 se joue juste en dessous. Donc il y a 10 équipes qui jouent en élite, et nous on occupait la 5e place au niveau de la National 1, donc on était le 15e club français au moment de l'arrêt des championnats le mi-mars. On peut dire que vous êtes un des clubs phares de Moulins, avec peut-être le Moulin Iser en foot, mais vous êtes sinon le deuxième club au plus haut niveau. Nous on occupe le 2e niveau national, le foot le 4e, puisqu'ils sont en CFA. Après il y a aussi le foot féminin plutôt qui joue au 2e niveau national comme nous, et après je crois qu'il y a le rink hockey qui est pas mal placé à Moulins aussi. C'est quelle capacité d'accueil à la piscine de Moulins pour les matchs? Alors les piscines, capacité d'accueil c'est 110 places pour la configuration de la piscine de Moulins, mais en France toutes les piscines sont un petit peu différentes. Le cahier des charges pour jouer en élite, c'est là où on sera un petit peu bloqué à l'avenir pour pouvoir monter, puisqu'il faut jouer en 30 mètres par 20, donc il faut un bassin olympique. Le bassin de Moulins fait 25 mètres par 20, donc il manque 5 mètres pour pouvoir monter au niveau supérieur. Ça,
c'est le cahier des charges pour jouer en élite. Comme des dimensions internationales, on joue en 30 par 20 par 2 mètres de profondeur. Donc les joueurs n'ont pas pied. Et par contre, en France, il y a pas mal de piscines qui sont un petit peu différentes. Donc on peut jouer en 15 mètres à minima, en largeur, et 20 mètres en longueur à minima. Et en profondeur, c'est 1,80 m. D'accord. Johan, tu avais une question. Oui, j'ai deux questions dans une, on va dire. Bonjour Mickaël. La première question, c'est comment ça s'est passé pour vous avec la pandémie. La saison, elle a été, c'est une saison blanche. Ils ont tout arrêté là où c'était. La deuxième question, c'est du coup l'objectif du Nautic Club Moulinois, c'est quoi? Parce que 5e on va dire en division 2, c'est quand même une très bonne position. Donc ça semble être un club qui joue peut-être la montée, non? Alors, ça fait plusieurs saisons qu'on travaille. On a reconstruit le club. Il y a un historique au niveau du water polo à Moulins. Mais on travaille depuis quelques années. Ça fait 8 ans qu'on est remonté en National 1. On était reparti. On attendait un nouveau bassin. On l'a eu qu'en 2007. Depuis quelques années, on progresse. On gagne place après place. Et l'an dernier, on était 4e à la fin du championnat, et d'avant, on était 5e. Donc on progresse, on se rapproche toujours du plus haut niveau au niveau de notre division. C'est vrai qu'à moyen terme, l'objectif, ça serait de remonter en élite, comme ça a été le cas au début des années 90, où Moulins était le 7e club français. Donc c'est un petit peu l'objectif qu'on a derrière. Là, cette année, on est reparti sur de nouvelles bases. On a changé pas mal d'effectifs. C'est vrai que la première partie de saison sur les matchs allés a été un petit peu compliquée pour nous. On était 11e sur 12 et après, on était sur une bonne série de 5 victoires d'affilée. Donc on était revenu à la 5e place et l'objectif c'était de nous rapprocher du podium. Et du coup, la pandémie nous a arrêtés dans notre progression. Donc la décision qui a été décidée par la fédération, c'est de geler les championnats. Donc les clubs qui étaient en position de montée, montaient. Les clubs qui étaient en position de descente sont maintenus, donc il n'y a pas eu de descente. Donc l'an prochain, par exemple, la National 1, il y a Bordeaux qui était 2e, qui a accepté de monter en élite. Et Aix-les-Bains, qui était premier, du problème des infrastructures, a refusé la montée, puisqu'ils n'ont pas le bassin assez grand, ça les obligerait à se déplacer et c'est trop compliqué. Et de l'autre côté, les clubs qui descendaient en position de descente ne descendent pas, et il y aura 2 clubs qui vont monter, donc l'an prochain, au lieu d'être 12, on sera 13. Voilà. Très bien. Fabrice, une question. Oui, bonjour Mickaël. Donc c'est vrai que il faut pas se le cacher, le water polo n'est pas un sport très médiatique. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour que ce sport soit médiatisé? Alors on le voit bien évidemment, et moi je suis les rencontres pour les Jeux Olympiques, mais qu'est-ce qui manque pour avoir une compétition nationale vraiment médiatisée sur la chaîne L'Équipe par exemple, ou des chaînes comme ça? Alors sur la chaîne L'Équipe, il y a eu le tournoi de qualification pour les JO de 2016 à Rio. Donc il y a eu pas mal de suspense et la France a obtenu son billet à la séance de tir au but lors du dernier match contre les Pays-Bas. Donc c'est vrai que ça avait attiré pas mal de monde. Donc la chaîne L'Équipe avait fait la preuve que le water polo peut être médiatisé à un public. Je sais plus l'audimat, mais je crois que c'était pas loin du 1 million de spectateurs. Donc Ouais, ça a bien marché. C'était très intéressant pour la chaîne L'Équipe. Ouais. Après, de l'autre côté, c'est vrai que c'est compliqué. On est un petit peu un parent pauvre au niveau des sports collectifs. Le water polo n'est pas enseigné à l'école, contrairement aux autres sports collectifs comme le foot, le rugby, le basket, le handball et puis le volley. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, il y a le problème des infrastructures où on n'est pas propriétaire de nos infrastructures et on les partage avec le public scolaire et puis le public qui paye son entrée. Donc il y a des choses, faudra arriver à professionnaliser un petit peu plus tout ça, comme le fait la Hongrie, où les clubs sont propriétaires de leur structure, donc ils gèrent la piscine comme ils le veulent. C'est un petit peu plus facile pour avoir des résultats, c'est un peu plus facile pour vendre des panneaux publicitaires, pour être un petit peu plus au niveau du sponsoring, mettre beaucoup plus d'argent. Et puis après, il y a une certaine culture qui doit arriver, comme c'est le cas dans les pays méditerranéens, la Hongrie, où c'est le sport national. Et là, il n'y a pas de souci pour diffuser des matchs en prime time sur les chaînes locales, quoi. Très bien, merci Mickaël. Allez, c'est la fin de ce premier quart-temps d'Avec ASA Sport. Notre invité est Mickaël Puillet, le président du Nautic Club Moulinois. On parle water polo et on continue à parler water polo tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.
De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, deuxième quart-temps. Notre invité, avant de passer au portrait de sportif, notre invité c'est Michael Puyer, le président du Nautic Club Moulinois, le président du club de waterpolo. Bonsoir Michael. Bonsoir. Et pour m'accompagner, toujours Fabrice Connor et Johan Connor. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur Olivier Duroy. Bonsoir Olive. Alors, Michael, tu nous as présenté ta discipline, tu nous as parlé de la situation avant l'arrêt pour la pandémie. On va se tourner vers l'avenir maintenant dans cette deuxième partie. Qu'en est-il là pour la saison prochaine? Donc, un nouveau départ en National 1. Est-ce que l'équipe est déjà constituée? Est-ce qu'il va y avoir des départs, des arrivées, des prolongations déjà signées? On en est où? On en est qu'on a eu le temps de travailler, de discuter pas mal avec les joueurs, du fait de l'arrêt de la pratique. Donc du coup, on va repartir sur la même équipe. Les joueurs sont tous partants pour repartir, donc on a re-signé tous nos joueurs. Et puis on va continuer dans notre logique, essayer d'étoffer un petit peu plus ce groupe en s'appuyant un petit peu plus sur notre formation. Puisqu'on a nos U17 qui arrivent, nos U15 derrière. Donc l'idée, elle est là, c'est d'avoir des joueurs du cru formés au club pour justement alimenter cette équipe qui joue à haut niveau. Alors, on est au deuxième niveau national. Est-ce qu'il y a des contrats professionnels ou est-ce que c'est totalement amateur? Il y a un petit peu les deux. Il y a des joueurs qui sont 100% amateurs. Il y a des joueurs qui sont, on va dire, professionnels. Mais on est dans un professionnalisme, je veux dire, amateur, si on peut réunir les deux. C'est que les sommes dispensées pour un joueur professionnel en waterpolo, c'est plus proche du SMIC. On n'est pas sur des mêmes bases que d'autres sports collectifs avec beaucoup plus de moyens. Nous, l'idée au niveau du club, quand on prend un joueur, c'est pour pallier à un poste spécifique, comme un gardien ou un pivot, qu'on n'a pas dans l'effectif. Et on n'a pas le joueur qui a le niveau pour nous aider au niveau N1. Donc ce qu'on lui propose, c'est plutôt un contrat de formation, c'est-à-dire que quand il va signer chez nous, en échange du fait qu'il joue chez nous, on va le faire rentrer dans la filière apprentissage pour acquérir un brevet d'état d'éducateur sportif. On travaille beaucoup avec le Krebs de Vichy. Et l'idée, c'est ça, c'est à l'arrivée, il joue pour nous, ok, ça c'est une chose, mais de l'autre côté, il ressort au bout de 2-3 ans avec un diplôme et un métier. Et c'est là-dessus qu'on joue pour les joueurs qui viennent un peu de l'extérieur. On propose aussi la même chose sur les joueurs issus du Nautic Club Moulinois qui s'orientent vers des filières d'éducateurs. Très bien, Johan, une dernière question. Oui, une dernière question. Le Nautic Club Moulinois, c'est combien de licenciés exactement? Parce qu'on a bien parlé des seniors, mais il y a combien de licenciés? Alors, on est 500 adhérents au niveau du Nautic Club Moulinois. Ah oui, quand même. D'accord, et ça regroupe tout ce qui est natation, enfin toutes les disciplines qui tournent autour de la piscine. On a la natation course, on a des jeunes qui arrivent au niveau national, on est en championnat de France junior par exemple. On a lancé la natation artistique au mois de septembre, donc là il fallait faire un petit peu de temps pour essayer d'aller sur le niveau compétitif. Et puis après on a les bébés nageurs, la natation loisir, le nager forme santé, donc on a un petit peu toutes les disciplines de la natation au sein du club. Très bien, merci beaucoup Michael. On va suivre les résultats et le début de saison du club de Moulins, le Nautic Club de Moulins, l'équipe de waterpolo. On a une idée de la date de reprise ou pas encore? On n'a pas encore la date du début des championnats. Je pense qu'il faudra attendre mi-octobre, pas avant. Même si hier, il y a eu le premier match international qui a été joué en Croatie, donc entre la Croatie et le Monténégro. Comme quoi, ça reprend un petit à petit. Et on attendra mi-octobre pour la reprise du championnat. Très bien, merci beaucoup Michael et bonne chance pour la saison à venir. Merci à vous. C'est l'heure maintenant de passer à notre portrait de sportif. Je vais me tourner vers Fabrice qui va nous parler d'une figure locale et j'ai été surpris de sa proposition. Tu vas nous parler de Claude Michy. Oui, parce que Claude Michy est quelqu'un qui est très connu dans la région et qui a œuvré et qui œuvre encore pour le sport clermontois et agglomération. Donc Claude Michy, d'abord, c'est un ancien sportif, il ne faut pas l'oublier. Il a terminé 4e des championnats de France de Formule Renault en 1973. Il avait 24 ans, donc je laisse faire le calcul. Donc ensuite, il a été à l'origine du premier salon d'automobile à Clermont-Ferrand avec Patrick Depailler. Patrick Depailler qui était un très grand pilote de Formule 1 qui malheureusement s'est tué en 1980.
Ensuite, voilà, Claude Michy, c'est le promoteur, c'est l'organisateur du Grand Prix de France Moto depuis 1994. Il a organisé aussi un championnat du monde en 2002 de motocross, de superbike en 2005. Mais aussi, il a organisé des combats de boxe à très haut niveau parce qu'il a organisé ce championnat du monde de double confrontation entre Salim Mechkoun et Maillard Monchipour en 2003 et 2004. Donc voilà, Claude Michy, c'est quelqu'un qui aime le sport, qui pue le sport, comme on dit. Hein. C'est quelqu'un et puis j'ai la chance de le connaître un tout petit peu, mais c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse incroyable et très humble. Alors Claude Michy, bien évidemment, et quand on parle de Claude Michy, on pense au Clermont Foot. Claude Michy a pris le Clermont Foot en 2005, qui n'était pas en très très bon état, qui avait une grosse gastro XXL, le Clermont Foot, au niveau de ses finances. Et, oui. Cette année-là, ils devaient descendre, ils ont été repêchés. Bien, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Il a bien lu ses notes, hein, le petit. C'est comme on l'a dit juste avant. Ouais, donc voilà, et bon, le Clermont Foot n'était pas en bonne santé financière, et donc voilà, donc Claude Michy, lui, il est arrivé. Tout le monde sait que c'est pas un passionné de football, il le dit lui-même, mais en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire, et on peut lui tirer notre chapeau parce que il a fait du Clermont Foot ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que le président Schaeffer arrive au Clermont Foot aujourd'hui, il a des moyens. C'est un club qui joue toujours les premiers rôles en Ligue 2 depuis 3-4 ans. Donc voilà, Claude Michy, c'est quelqu'un qui a amené ce Clermont Foot-là de national parce qu'ils sont descendus l'année d'après, quand même sportivement, et ils sont remontés tout de suite. Il a quand même travaillé avec Didier Olé-Nicole, avec Michel Derzakarian. Il a travaillé aussi avec Dominique Bijota, qui est un ancien joueur pro, mais finalement qui a fait faux bond au dernier moment. Et puis, on va rappeler quand même, c'était le premier à embaucher une entraîneur féminine. Exactement, Corinne Diacre. Alors, je me souviens plus du nom de la portugaise là, qui est pas venue finalement. Mais je sais pourquoi, mais je ne dirai rien. Et donc voilà, Corinne Diacre est arrivée. Alors bon, beaucoup de dirigeants étaient très circonspects, on va dire, pour le moins. Mais en tout cas, voilà, bon, elle a su parler aux joueurs, elle a su s'imposer dans le vestiaire. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui connaît le football, Corinne Diacre. Et donc le Clermont Foot est aujourd'hui un club qui est assis sur les 5, 6, 7 premières places du championnat de France de Ligue 2, donc c'est quand même pas rien. C'était quand même un sacré challenge d'embaucher Corinne Diacre à ce poste. Alors c'est sûr, c'était un moyen de faire le buzz parce qu'on a beaucoup parlé du club de Clermont-Ferrand à ce moment-là, mais à ces niveaux d'engagement financier, on ne peut pas se permettre non plus de jouer sur ce genre de pari. Donc c'est quand même, il y avait une vraie confiance et une vraie compétence de la part de Corinne Diacre avant tout. Avant d'être la première femme à entraîner des hommes, c'est aussi qu'elle en avait les compétences. Mais quand même, il faut avoir le courage de lancer ce challenge. Eh ben oui, c'est tout à son honneur. Hein. Claude Michy, là, il avait d'abord réussi un coup de com' extraordinaire, mais il s'était pas trompé. Et puis comme tu dis, il faut vraiment, c'était un pari énorme. Et Claude Michy n'a pas hésité à le prendre. Donc ça c'est bien. Et puis aussi, je voulais rajouter qu'il est président, il est toujours président de l'UCPF, hein, c'est le syndicat des clubs professionnels de football. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, Claude Michy, aujourd'hui, j'ai voulu parler de lui parce que c'est quelqu'un qui est né à Clermont-Ferrand, qui est un vrai Clermontois, qui aime le sport. Beaucoup de gens disent qu'il aime les sports mécaniques, ça c'est vrai, mais il œuvre encore dans le sport. Et du côté de Chamalières, il me semble bien que le volleyball club de Chamalières maintenant lui sourit et il est là. Il a fait déjà du bon travail. Sa boîte de communication est vraiment une boîte professionnelle, hein, PHA. Donc voilà. Et je souhaite vraiment que le VBCC aille beaucoup plus loin. Mais avec Claude Michy, je pense que ça va le faire. En fait, c'est un peu comme un deuxième ligne au rugby, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément, mais il fait beaucoup de choses. Exactement. C'est beaucoup de travail de long. Et puis, donc tu l'as dit, c'est un énorme organisateur d'événements sportifs nationaux et internationaux surtout. Oui, c'est ça, absolument. C'est quelqu'un quand même qui organise le Grand Prix de France Moto depuis 1994. Hein. Au niveau logistique, ça c'est des mammouths. Hein. Ça c'est des trucs de dingue. Hein, parce qu'avec toutes les écuries ont des mécaniciens, ont des ingénieurs, ont des kinés, des toubibs perso. Enfin, c'est un truc, voilà. Et lui, ça va faire presque 30 ans qu'il organise ça, quoi. Et même un championnat du monde de boxe. Hein, c'est quand même
même pas rien, parce que il faut amener tous les sponsors, il faut amener les partenaires, il faut vendre aussi l'idée que lui, étant quelqu'un qui s'occupe que de sport mécanique à l'époque, là où quand il organise le premier combat entre Salim Mechkoun et Maya Manchipour, il faut qu'il vende quand même Claude Michy comme organisateur de combat de boxe. Donc il faut quand même une sacrée qualité de com sportif, quoi. Une sacrée paire de. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, une belle parole pour finir ce deuxième carton. Merci beaucoup, Johan. Merci, Johan. Avec plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite après la pause sur le Goss FM pour la troisième partie d'Avec ASA Sport. On retrouvera Atman Toubani, le coach justement du Volleyball Club Chamalières. Tout de suite après la pause. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième carton d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi 18h-19h sur le Goss FM. Toujours pour m'accompagner les deux Connors, Fabrice et Johan. Salut messieurs. Bonjour, monsieur Olivier Duroy. Bonjour Olivier. Et notre invité au téléphone, on va parler volleyball et on va parler volleyball local parce que il paraît qu'il y a un club de volley qui joue à haut niveau à Chamalières. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas, on va recevoir le coach Atman Toubani. Salut Atman. Salut, bonjour à tous. Alors Atman, vendredi, tu as fait la présentation de l'équipe lors d'une conférence de presse devant une trentaine de personnes en présentiel et puis pas mal de monde, à peu près une soixantaine de personnes qui ont suivi la retransmission. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur cette nouvelle équipe? Quels ont été tes choix et tes orientations? Vaste chantier qu'est le recrutement. Bon, comme toutes les équipes, on subit un gros turnover. Ça touche toutes les équipes de l'IAF, même des clubs qui sont bien armés financièrement ont des joueuses qui partent au bout d'un an, au maximum au bout de 2 ans, et nous c'est le cas depuis que nous sommes en Ligue AF. Et puis en plus de ça, on a fait le choix cette année de nous séparer de joueuses et de ne pas proposer de reconduction de contrat. Alors ça c'est vrai que dans ton recrutement, c'est la grosse nouveauté, c'était jamais arrivé. Avant, c'était systématiquement, on propose une prolongation et puis elle était acceptée ou refusée. C'est ça, en général, on ne se trompait pas trop sur le recrutement, sur des projets à moyen terme, avec des phases d'évolution, avec de jeunes joueuses à guérir au plus haut niveau. Cette fois-ci, on a pris l'option d'aller plus vite, d'être sur du court terme avec les joueuses du 6 de base, donc même du 7 de base, si on compte les libéraux. Donc là, on a préféré se séparer de joueuses, non pas qu'elles nous ont pas satisfait durant la saison, parce qu'elles ont quand même atteint l'objectif principal qui était le maintien. On s'est séparé de joueuses qu'on a formées, qu'on a accompagnées au plus haut niveau. Ce n'est pas une décision très facile, mais on a fait le constat qu'il nous manquait entre guillemets de sélection dans le 6 de base au niveau le plus élevé possible, au niveau professionnel. Et on a fait le constat qu'on avait sur le terrain, le 6 de base, pas une moyenne, on avait 250 sélections dans un 6 de base au plus haut niveau, et on voulait atteindre à peu près 500 pour cette nouvelle équipe. Donc notre orientation était d'aller chercher des joueuses un peu plus aguerries au plus haut niveau. Fabrice, tu avais une question? Oui, salut Atman. D'y voir donc ce recrutement, il m'a l'air d'être complet. La 8e place, ça va être largement possible cette année? Alors tout le monde s'est bien renforcé. Alors la crise, la pandémie, pour l'instant, on a l'impression que les clubs ne la subissent pas trop, à part 2-3 clubs qui étaient au top. Mais bon, ça change pas grand-chose pour eux. Ils réduisent leur masse salariale sur les remplaçantes, mais pas sur le 6 de base. Mais tous nos concurrents directs qui sont pas très loin de notre budget, on fait un recrutement très intelligent. Donc le championnat va être très très serré. Je pense qu'il va y avoir des surprises, puis il va y avoir des cadors qui se retrouvent à la lutte pour le maintien, et puis des équipes qui étaient outsiders qui se retrouvent à jouer peut-être les playoffs. Donc pour l'instant, c'est difficile de donner un réel objectif, parce que l'an dernier aussi, on avait individuellement des joueuses qui étaient intéressantes, mais ça n'a pas pris collectivement. Donc on va attendre de voir comment se passe cette longue préparation qui nous attend là, pour vraiment
fixer un classement à atteindre. Mais en tout cas, on va jouer tous les matchs. Cette fois-ci, c'est pour ça qu'on a recruté de l'expérience. Là, on ne laissera pas passer un seul adversaire en se disant celui-là, il est trop dur. On laisse filer, on charge les semaines et puis on se prépare sur d'autres matchs. Bon. Là, on a vraiment ciblé pour être performant. À chaque fois qu'on va jouer à domicile, c'est important. C'est important de réussir à gagner à domicile et peu importe l'adversaire. Ouais. Super. Johan. Oui, Atman, moi je vais en mettre une deuxième couche, mais ton ambition personnelle à toi, c'est quoi du coup? Bah là, je suis bien reboosté parce que j'ai pris une belle baffe l'an dernier avec l'équipe dirigeante qui m'avait poussé pratiquement à partir. Même j'étais parti. Et puis cette année, j'ai repris une deuxième belle baffe en me disant j'ai des joueuses à potentiel, j'ai des joueuses qui vont me suivre. Et ça n'a pas été le cas du tout. C'est la première saison où je me retrouve dans une situation, après 19 ans à Chamalières, où au mois de janvier, je me rends compte que mon collectif est moins fort. Donc là, je suis bien reboosté et j'ai envie de revenir sur les recettes qui marchaient avant, lorsqu'on s'entraînait beaucoup plus et que c'était beaucoup plus rigoureux et d'abord être directif avant d'être participatif avec les joueuses. Donc pour moi, en tout cas, je suis bien mobilisé malgré que ça fasse 20 ans que je suis au club. J'ai l'impression de renaître avec beaucoup d'ambition, pas personnelle, mais beaucoup d'ambition pour le club. J'ai envie que le club passe ce cap-là. J'en ai ras-le-bol de finir des saisons avec à domicile 4 victoires, voire une seule victoire. Non, il faut réellement qu'on passe un cap et qu'on soit beaucoup plus ambitieux et que l'institution soit plus importante que les joueuses. Alors, ce championnat 2020-2021 va avoir une particularité. Ça va pas être un top 14, mais un top 15 suite au maintien de Mougins. Qu'est-ce que ça change pour toi? C'est beaucoup de changements parce que nous on avait tablé, on n'avait jamais imaginé que avec cette pandémie, avec la crise financière qui risque d'arriver et qui est déjà arrivée, qu'on parte sur un championnat 15 avec un match supplémentaire, ce qui veut dire 4 journées supplémentaires, parce qu'on sera exempt au moins sur 2 journées. Donc ça rallonge le championnat, ça veut dire qu'on part sur des semaines c'est sûr, des semaines à 2 matchs. Et alors que nous avions décidé de réduire notre effectif, de passer à 10 joueuses pro, et finalement ça se retourne contre nous, et il va peut-être falloir qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on parte sur un collectif de 11. Et puis au niveau de la programmation, on avait prévu de reprendre beaucoup plus tôt que d'habitude, d'avoir 10-12 semaines de préparation, donc ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau de l'intensité des entraînements, où on veut mettre la barre un peu plus haute, ce qu'on faisait il y a 3-4 ans, peut-être qu'une fois que le calendrier sera sorti, il faudra un petit peu s'adapter au calendrier un peu plus que ce qui était prévu. Ouais. Alors, tu nous as parlé d'un fort turnover. Justement, sur quel poste est-ce qu'il y a eu des changements? Alors, le poste le plus important au volley, c'est le poste de passeur. Il a fallu faire un choix. Bon, on l'a fait mûrir tout au long de la saison avec Kate et Amana. Il y a eu des discussions assez intéressantes avec les filles pour savoir comment allait se dérouler la saison suivante. Et bon, j'aurais bien fait comprendre que c'était sûr qu'on n'allait pas repartir avec les 2 mêmes passeuses. Soit on faisait l'option de partir avec aucune des 2, soit on en gardait une, Kate, qui aurait pu nous être d'un secours très important si on se loupe sur le recrutement d'une passeuse, ou alors continuer la formation avec Amana et prendre une autre passeuse aguerrie. Bon, on a pris l'option avec Kate en discutant très longuement d'arrêter l'aventure. Elle a envie de voir autre chose. Et puis il a fallu que je me décide si on gardait Amana ou pas. Et puis finalement, changer 2 passeuses sur ce poste-là la même saison, c'est un risque. Donc on a préféré garder Amana qui connaît le contexte. Et on a recruté une passeuse hollandaise qui a un vécu, qui a déjà fait une saison en France et 2 saisons en Allemagne en tant que titulaire. Donc avec un fort gabarit, elle mesure 1m87. Donc on va tenter le coup avec elle et puis j'espère bien que Amana, ça va la mobiliser aussi parce qu'elle a du potentiel, mais pour l'instant on l'a pas encore vu. En tout cas on le voit à l'entraînement de temps en temps, mais on n'a pas encore vu en match et j'espère que ça va la booster. Ouais. Alors, autre poste important qui a changé, c'est le poste de libéraux. Oui, alors ça a été dur, décision très dure parce que Anne-Laure, qui était notre titulaire depuis 2 ans, ça a été un gros pari, une passeuse que juste allait récupérer hier soir en National 3. Elle a fait une saison
une seule saison à la passe avec nous, et puis tout de suite on l'a basculé sur le poste de libéraux en tant que titulaire, ce qui était un très gros risque, mais elle avait fait une très très bonne première saison. La deuxième a été un peu moins bonne parce que déjà elle se blesse, et puis aussi parce que le collectif était moins fort. Donc on a voulu, puis elle aussi, elle a envie de voir aussi autre chose. Et puis nous, on avait envie d'aller chercher une passeuse qui nous apporte un peu plus de certitude sur la réception, non pas sur la défense, parce qu'Anne-Laure était vraiment très performante en défense, mais en réception avec un système où on peut basculer comme on faisait avec Lucie de Guekeler, réception à 2, ce qui n'est pas évident, et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur un autre choix. Juliette Gélin, qui fait partie de l'IFVB, du pôle France, de l'équipe de France senior. Là, pareil, on avait deux options. Soit on faisait signer une internationale française plus aguerrie, soit Juliette la jeune. Et j'ai eu le coup de cœur après avoir discuté longuement avec elle. Je vois que c'est une fille qui a envie de s'entraîner beaucoup, 2 à 3 fois par jour, ça la gênera pas. Donc on a opté pour elle. Très bien, merci Atman. C'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernier quart-temps d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours en compagnie de Fabrice et Johan Connor, et au téléphone, notre invité, le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Alors Atman, tu nous présentais ta nouvelle équipe juste avant la pause. On en était au dernier poste où il y avait eu beaucoup de rotations, les centrales. Alors les centrales, puis après aussi les postes 4, mais sur le poste des centrales, on a renouvelé les trois joueuses. On a voulu aller chercher des joueuses avec beaucoup plus d'expérience en lecture de jeu, et puis aussi en capacité de s'entraîner beaucoup plus et beaucoup plus dur. Donc on est parti sur une joueuse bulgare, Grigorova, qui a failli être notre joker médical en cours de saison. Et puis finalement, elle nous rejoint. C'est une joueuse qui a 30 ans et qui a déjà évolué dans des grands clubs européens, internationaux. Et puis surtout, elle a l'expérience de la Ligue des Champions. Donc ça va être un renfort très intéressant pour le staff technique. Et puis on part aussi sur une joueuse canadienne qui sort d'université, Lane, qui a le profil de Lauren Chad. Alors j'espère qu'on aura la même réussite avec elle qu'avec Lauren Chad. Et puis la troisième, une joueuse athlétique du Porto Rico, qui a déjà passé par le championnat du Kazakhstan, un petit peu en Hongrie, et qui nous rejoint, et qui est une joueuse aussi un peu le style Donny, mais avec beaucoup plus d'expérience. Et puis donc une dernière joueuse qui va rejoindre l'effectif et qui connaît bien la Ligue 1 puisqu'elle a été championne de France avec Béziers. Oui, donc là, pareil, on est revenu sur des recettes, nos anciennes recettes, où on était l'un des premiers clubs à jouer avec deux pointus sur le terrain. Ça a été le cas avec Tété Dembélé et Nana. Après, on a eu une paire Moma-Nana. D'ailleurs, Moma, après, a bien explosé. Ensuite, on a eu Marie-Alex Nana. On a eu Leslie et Nana en même temps aussi sur le terrain. Donc là, on est allé chercher des joueuses. Toutes les joueuses qu'on a recrutées sur le poste 4, c'est des joueuses qui peuvent jouer aussi à la pointe. Donc on a une joueuse serbe, on a une joueuse du Porto Rico avec Pilar qui a déjà été championne de France avec Béziers. Et puis on est peut-être sur la piste, peut-être qu'on va signer une très très bonne joueuse, et ça va faire du bruit. À moi maintenant de convaincre mes dirigeants que c'est le moment de la prendre, cette joueuse, et surtout trouver les fonds pour pouvoir encore avoir une joueuse supplémentaire et très athlétique. Fabrice, une dernière question. Oui, une dernière question évidente. Est-ce que Claude Michy a changé quelque chose au Volleyball Club de Chamanières, Atman ? Alors, toute l'équipe dirigeante qui est arrivée a changé beaucoup de choses, parce que moi j'étais parti parce qu'on s'entendait plus trop avec le projet qui était porté par l'ancien bureau directeur. Ouais. Et là, avec le nouveau bureau directeur, avec de nouvelles personnes qui sont arrivées avec beaucoup d'expérience, qui ont réussi dans leur vie professionnelle, qui ont beaucoup de recul sur la vie en général, qui sont des gros soutiens autour de Mylène. Ça a déjà changé pas mal de choses. En termes de travail, tout le monde essaye de tirer dans la même direction. Et puis Claude Michy nous a apporté déjà son calme. Ça, c'est très surprenant.
calme et puis il sait où il va pas trop vite, mais il va vite en même temps. On a l'impression des fois qu'il accélère. C'est un homme qui amène de la sérénité et au-delà de ça aussi, c'est vrai qu'il a un gros réseau, qui nous apporte aussi, il est garant de notre budget, hein, donc c'est pas, il a pris un gros engagement, mais pas à pas avec lui, c'est beaucoup plus serein et puis autour, moi, il y a eu beaucoup de changements, hein, au niveau on en a déjà parlé une fois dans vos émissions où je suis plus chauffeur de bus, j'entraîne plus une équipe loisir de 20h à 22h. C'est énorme. Je disais, hein, nos pros s'entraînaient parfois de 20h à 22h, et puis l'arrivée de Claude Michy, on a des créneaux adaptés au sport de haut niveau. Et puis il y a tout ce qui se passe autour, les tribunes étaient pleines et je crois que la PHA a vraiment fait un super boulot parce que c'est pas avec le nombre de victoires qu'on avait à domicile que les gens venaient voir. Ils venaient pas voir seulement des victoires, en fait, ils venaient voir un spectacle et je crois que ça a été bien orchestré par PHA. Voilà, donc il y a un revirement, on sent qu'il y a beaucoup plus de professionnalisme, mais beaucoup plus aussi de, peut-être, en tout cas pour moi je le prends comme ça, plus de pression pour réussir à vraiment performer maintenant. Très bien, merci beaucoup Atman. On te souhaite bonne chance pour cette fin d'intersaison, pour peut-être le futur recrutement d'une dernière joueuse, on l'espère. Pas encore de date de reprise malheureusement, mais on va suivre ça de très très près. Merci beaucoup Atman, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Salut. Bonne soirée. Salut, Atman. Merci Atman et bonne chance pour ce début de saison. C'est l'heure de conclure maintenant notre émission avec notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. C'est Johan qui s'y colle et aujourd'hui tu avais un coup de cœur Johan, c'était pour la création de la division nationale en rugby. Ouais, exactement. C'est mon coup de cœur du jour. Donc c'est la création de cette division nationale qui va être en fait l'équivalent d'une Pro D3, on peut dire comme ça, au rugby. Donc il y a déjà pas mal de clubs à qui on a proposé d'intégrer cette division, notamment Massy, Bourgoin, Narbonne, Nice, Dax, donc des clubs qui ont un gros passé rugby, qui ont aussi des clubs de jeunes qui sont performants, hein, Massy, Nice, Bourgoin, des centres de formation quand même qui sont intéressants. Et donc moi je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça va permettre d'encore un peu plus professionnaliser le rugby, de faire jouer nos jeunes, de les faire évoluer au plus haut niveau, de les professionnaliser et de peut-être pouvoir un petit peu plus former nos jeunes et de pas non plus aller tout le temps systématiquement chercher des joueurs à l'étranger. Et je pense que c'est grâce à ce genre de décision qu'on va peut-être pouvoir un jour ramener la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il va y avoir des obligations de jouer avec des joueurs français? Parce qu'effectivement, c'est très bien, mais si on ne dit pas au club, vous allez avoir des quotas, même si j'aime pas bien le mot en sport, il vous faut des quotas de joueurs français, sinon ça va continuer à les recruter au Fidji, au Tonga, et ça va servir strictement à rien. Je pense que c'est un des objectifs, in fine, c'est que en fait, tous les jeunes, par exemple, qui sortent de l'ASM, du Stade Toulousain, de Toulon, qui n'ont pas forcément le niveau top 14 Pro D2, qui finissent en Fédéral 2, Fédéral 3 ou Fédéral 1. Le but, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un très haut niveau dans ces divisions-là, notamment Fédéral 1, où c'est l'antichambre du professionnalisme. Et on s'est rendu compte que il fallait peut-être créer une division professionnelle entre la Fédéral 1 et la Pro D2, notamment pour ce réservoir de jeunes qui, tous les ans, finit un petit peu sans forcément de vraies solutions. Alors Fabrice, je ne vais pas te demander d'être contre parce que tu avais évoqué cette idée il y a déjà quelques mois, au tout début de nos émissions, quand on s'est mis à parler un peu de rugby, tu disais qu'une Pro D3, ça serait une très très bonne idée. Te voilà exaucé. Ouais, Bernard t'a écouté. Voilà, Bernard m'a écouté. Ouais, il y a un moment que je réclame ça. Alors, j'ai rien contre. C'est dingue l'influence de cet homme quand même. Elle est fort, très fort. Moi, j'ai rien. On peut pas parler de petits clubs. Moi, j'ai plein de connaissances à l'histoire, donc je vais pas bien évidemment parler de petits clubs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même être réaliste. Quand une équipe comme Massy monte en Pro D2, redescend en Fédéral 1, mais remonte en Pro D2 en gagnant des matchs avec 40-50 points, et en Pro D2 prend des cartons pratiquement tous les week-ends, gagne 4 matchs sur 30. Donc à un moment donné, il va bien falloir créer une division nationale, et elle est créée. Alors, certainement que les vieux rageux du rugby amateur vont peut-être nous appeler parce que eux, ils sont pas du tout contents de cette Pro D3 ou de cette division nationale. Mais il faut quand même, comme le disait Johan très justement, ça va permettre à nos jeunes joueurs de pouvoir jouer à un niveau qui va peut-être leur permettre de progresser, de
aller faire un tour en Pro D2 et pourquoi pas un peu plus haut. Et effectivement, avec cette Coupe du Monde en 2023, ça c'est que du bonheur, je pense, parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent le rugby parce qu'ils en ont marre de jouer à des divisions, qui sont pas de leur niveau, donc tu progresses plus à un moment donné. Hein. Ça c'est dans tous les sports la même chose. Donc voilà, moi je dis bravo pour cette création de division. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas en parallèle aussi penser à créer une passerelle qui faciliterait le passage du monde amateur au monde pro? Parce que sinon, d'ici 10-15 ans, on va retrouver le même problème, mais sur la 3e division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de passer de Fédéral 1 à Pro D2. Dans 10 ou 15 ans, si on garde les mêmes structures, ça sera compliqué de passer, je suppose, de ce qui sera l'équivalent de la Fédéral 1 vers cette nationale. Ouais, c'est sûr, mais après, bon, ce qu'il y a, c'est que justement, comme c'est tout nouveau et que ça démarre, donc c'est comme un petit bébé, hein, voilà, enfin, j'ai l'image, mais ce qu'il y a, c'est que il faut que la Fédération française de rugby et la Ligue fassent attention à ça, justement. C'est-à-dire qu'il va pas falloir que cette division nationale ou cette Pro D3, il va pas falloir tout de suite que les clubs aillent chercher des noms, aillent chercher des... Ça me fait par contre un peu peur, parce que quand on voit C'est pour ça que je te coupe 30 secondes. Vas-y. C'est pour ça que je disais que ça serait bien d'imposer des quotas de joueurs français, des quotas de joueurs formés, les GIF, tous ces joueurs-là, ça serait peut-être là qu'il faudrait commencer à les intégrer. Mais je pense que c'est prévu. Si c'est pas déjà fait ou s'ils en parlent pas déjà, ils vont le faire. Après, moi, je suis pas vraiment d'accord sur le risque de créer une division nationale, que ça pourrait après... faire un écart entre la Fédérale 1 et cette division-là. Je pense que de toute façon, il n'y a pas des dizaines de clubs qui vont se créer. C'est-à-dire qu'en fait, les clubs qui sont vraiment qui sont un petit peu trop haut niveau pour la Fédérale 1 vont terminer dans cette division-là. Et puis les clubs qui ont le niveau Fédérale 1 seront en Fédérale 1. Donc au final, je ne pense pas qu'on va créer un fossé entre les divisions. Justement, c'est une division intermédiaire pour combler le fossé. Et en fait, on va juste faire monter le niveau global du rugby en France. Par ricochet, le niveau de la Pro D2 va s'élever, et par ricochet, le niveau du top 14 va s'élever, et donc le niveau de la sélection nationale. Et voilà, c'est ce qui va, je pense, nous permettre de faire un petit peu mieux en équipe nationale. Ça part de là, pour moi, c'est des fondations. Ouais, c'est clair. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, après, aujourd'hui, on est dans un monde professionnel au niveau du rugby qui n'a pas forcément pris un bon virage, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui se comparent des fois au football, mais qui disent en public, non, mais nous on se compare pas au football parce que le football a beaucoup plus d'argent que nous, mais en fait en coulisses, moi j'ai écouté des présidents qui disaient que ce serait bien qu'on devienne comme le football. Donc déjà là, à ce niveau-là, il faut avoir de la cohérence. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que cette division nationale, elle peut certainement, mais moi je pense à certains crabos, hein, ça c'est des juniors première année, pour expliquer, qui arrêtent le rugby parce qu'ils n'ont pas envie d'aller jouer en Fédéral 3, ou voilà, parce que ils ont un certain niveau, parce que comme tu disais, ils sortent de l'ASM, du Stade Toulousain ou de Toulon, ils ont vraiment un bon niveau, donc ils veulent, et la Pro D2 est peut-être un petit peu trop haute pour eux, donc voilà, cette division-là, elle va servir à ça, et puis je la vois aussi comme une division de transition, c'est-à-dire que la Fédérale 1 aujourd'hui, on dit tous, hein, ceux qui s'intéressent au rugby, il y a un grand fossé entre la Fédérale 1 et la Pro D2, et ben là, voilà, le fossé il est réduit, ça peut servir à ça aussi au niveau des partenaires, du budget de certains clubs, et puis peut-être que les partenaires ils vont mettre un petit peu plus de sous, parce que par exemple en Pro D3 on prendra peut-être pas trop de cartons comme on en prenait en Pro D2, parce qu'on a fait un tour en Pro D2, regarde Valence Roman cette année, qui a quand même un grand groupe, Valence Roman cette année ils finissent dernier. Et ils ont un peu ressurgi là, mais voilà quoi, donc ces clubs-là, même Rouen, pourtant Rouen qui avait un bon effectif, Rouen ça a forcé le cuir cette année, donc voilà, ça peut servir à ça. Bon, et puis peut-être en parallèle penser à restructurer ce calendrier qui est démentiel au rugby. Oui, c'est ça. Là on peut débattre. On peut débattre jusqu'à l'année prochaine. De toute façon, nous, dans la famille Connor, on n'est pas des grands fans du calendrier rugbystique tel qu'il est tenu aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est en grande partie pour ça qu'on n'arrive pas à aller au bout des choses au niveau international, et qu'en Coupe d'Europe, on a du mal parce que le calendrier est beaucoup trop chargé et que les joueurs français sont épuisés. Et puis ce qui est inadmissible, je le crie pas dans le micro parce que... S'il te plaît, pour nos oreilles. C'est le seul sport collectif qui, avec l'équipe de France, mélange l'équipe de France et le top 14. Quand il y a un match du tournoi Destination, il y a une journée de top 14. C'est tout simplement inadmissible. Quand on voit Serge Blanco, il n'y a pas si longtemps que ça, qui voulait revenir à un top 16 parce que Biarritz était dans les derniers avant qu'il descende. Mais déjà, je pense qu'il faudrait aller
il faudrait faire un top 12, par contre. Et puis, il faut quand même savoir, ce que ça, les auditeurs savent peut-être pas, mais le calendrier français, il est tellement chargé qu'on parle pour le rugby français que les joueurs risquent de prendre leur retraite plutôt aux alentours des 30 ans et des 35. Parce que le rugby, c'est devenu quand même un sport où les mecs font tous 120 kg de muscles et 2 mètres et ils courent le 100 mètres en moins de 12 secondes. Sauf que quand les gars ils jouent trop, ils s'esquintent. Et là, les joueurs qui prenaient leur retraite à 36-37 ans, on ne verra plus ça. Et on a eu le cas avec Jefferson Poirot qui a annoncé sa retraite internationale. 31 ans, je crois. 27, il a 27 ans même, oui. Incroyable. Oui, c'est dingue, là, c'est en pleine, incroyable, ouais, en pleine fleur de l'âge pour un sportif. Ils en peuvent plus. C'est tout simplement incroyable. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, Johan, pour ce coup de cœur pour la création de la division nationale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h sur le Goss FM pour un nouveau numéro d'Avec ASA Sport. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sportive.